Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices à cette nouvelle édition de Horatio Dominica Dio. C'est certainement la deuxième et aujourd'hui c'est le 9 novembre 2024. Et avec moi, j'ai Marianne Simone Ekene. Bonjour Marianne. Bonjour. Je vais bien. Toujours. Mais je me réjouis de t'avoir et j'aimerais faire comprendre à nos auditeurs et à nos auditrices qu'aujourd'hui, ça va être le tutoiement parce que Marianne, je la connais depuis quelques années. C'est vrai que c'est très professionnel de rester dans le vous. On aura du mal, mais bon, on va essayer, on reste dans le tutoiement pour qu'il y ait un peu plus de chaleur. Et j'aimerais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous présenter brièvement qui est Marianne. Ça, c'est très important, ça. Alors, Marianne, c'est une femme politique, je vais dire aussi militante politique et militante des droits de l'homme, connue pour avoir mené une longue campagne pour la libération du président Gbagbo. Elle faisait des allers et retours à La Haye entre 2011 et 2019 pour soutenir le président Laurent Gbagbo à travers des manifestations devant la CPI, la Cour pénale internationale, qui est une juridiction internationale d'exception, voilà, que Marianne pense d'ailleurs être inéquitable. Alors Marianne, est-ce que tu te reconnais dans ma petite introduction de ta personnalité politique ? Oui, je me le connais, mais c'est une petite partie de ce que je suis. Bon, on va s'arrêter là. Oui, en effet, j'étais une militante chevronnée pour la libération du président Gbagbo, pas simplement parce que je ne suis pas ivoirienne, je suis camerounaise, camerounaise, c'est-à-dire 100% camerounaise, mais effectivement, j'ai milité pour la libération de président Gbagbo et de Blé Goudé, pas seulement à La Haye, mais devant la prison de Scheveningen à La Haye, aux Pays-Bas. Et je sais que tu voyages beaucoup, tu connais le blizzard de La Haye. Combien de fois j'ai dû être vraiment malade à cause de ce blizzard de La Haye. Oui, je le reconnais et il faut aussi saluer, par contre, ton idéologie et ta vision panafricaniste. Tu l'as fait parce que tu penses que les Africains, nos chefs d'État, ne doivent pas se retrouver à être jugés par des Occidentaux à La Haye. Oui, c'était une humiliation profonde de l'Afrique, de toute l'Afrique. Et c'est à ce titre que je me suis battu avec d'autres, de plusieurs autres nationalités, beaucoup d'Africains pour la libération du président Gbagbo. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse traîner, qu'on puisse faire irruption dans le palais présidentiel d'un pays souverain non, entre guillemets, indépendant, y prendre le président de ce pays et l'amener à la CPI. C'était une humiliation profonde. Et il fallait qu'on se lève, que le président Gbagbo et Blé Goudé soient libérés. Oui, pendant pratiquement 9 ans, nous avons fait l'objet de beaucoup de rires, de rictus. Je me souviens encore de la tribune d'Achille Mbembe qui demandait, qu'il avait signé avec certains intellectuels africains et du monde parlant du président Gbagbo. Il sortira pas, et nous battus, le président Gbagbo est sorti. Je le referai. Je ne connais pas le président Gbagbo, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est au nom de l'esprit panafricaniste que je me suis battu pour cela, et j'en suis fier, vraiment très fier. Alors, c'est tout à ton honneur et le président Gbagbo est sorti en 2019. Il est libre aujourd'hui et vraiment, c'est reconnaître le travail de militantisme que vous avez aussi fait, qui était très important. Certainement, ça n'a pas influencé les juges, mais Gbagbo, vous avez senti qu'il était innocent depuis le début. Vous avez senti que c'était une injustice. Et tous ces militants qui étaient avec toi, des Togolais, des Ivoiriens, des Camerounais, je vous dis bravo. Ça n'a pas influencé, certes, c'est possible, mais ça a porté ce combat, cette affaire très très loin. Vous savez, quand les affaires sont en sourdine, on pouvait tout faire, mais ils avaient maintenant les médias et nous, nos manifestations, nos tribunes, et ils ne pouvaient plus faire n'importe quoi. J'espère que le président Gbagbo et notre ami Blé Goudé s'en souviendront. Ils se souviendront qu'il y a eu des Africains qui sont venus leur apporter le soutien moral nécessaire et rendre visible leur combat à l'international. Bravo encore, Marianne, et à tout ce monde qui était avec toi. Bravo aussi à notre Camerounaise, Maître Kadji, qui faisait partie du consortium d'avocats du président Gbagbo et de Blé Goudé. Et oui, et Maître Kadji qui a travaillé pro bono. Oui, Maître Kadji, elle a travaillé pro bono. Elle n'a même pas demandé un seul sou.
voilà, à son client. Voilà, Et elle a fait un travail merveilleux. Bravo aussi à Maître Kadji. Alors, ma chère Marianne, pour cette édition d'Horatio Dominica Duo, hein, aujourd'hui, tu sais que nous pouvons former un duo, mais je préfère que nous formions un tandem, comme ça chacun regarde de son côté. Alors, le sommaire aujourd'hui, c'est, on va jeter un coup d'œil sur l'an 42 du renouveau, le bilan, voilà le communiqué du MINFI en rapport d'une découverte d'une cargaison de 3144 munitions de guerre à destination de Yaoundé. J'aurais bien voulu faire un refocus sur Serge Espoir Matomba. S'il y a le temps, on le fera. S'il n'y a pas le temps, on fera une émission spéciale pour lui et on va voir tout ça après. Mais sinon, il y a la réélection de Trump. Hein, je parle du président Trump. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors, cette semaine, l'an 42 du renouveau, la presse camerounaise a rapporté de multiples célébrations sur toute l'étendue du territoire national, en rapport avec les 42 ans de l'accession au pouvoir du président Paul Biya, qui est là, je dois le rappeler, depuis 1982. Nous avons observé des cérémonies grandioses organisées par des ministres dans chaque région. Il y en a même un qui a parlé de Paul Biya, l'homme providentiel. Alors, l'arrivée de Paul Biya en 82 avait suscité de l'euphorie collective, une vague d'optimisme et un adoubement traditionnel au regard de tous ces chefs traditionnels qui s'étaient manifestés à travers des libations diverses dans toutes les régions, versant les bénédictions de nos ancêtres sur le successeur du président Ahidjo. 42 ans après, ce sont des jérémiades, de la pleurniche et des critiques à ne plus en finir. Alors, ma chère Marianne, où vous situez-vous parmi ces désillusionnés que je viens de présenter? Pensez-vous que le président Paul Biya mérite toute cette laudation messianique de ceux qui pensent qu'il est un homme providentiel? Moi, je me situe dans aucun camp. Ceux qui pensent que Paul Biya est un homme providentiel, libre à eux, il est certainement un homme providentiel pour le RDPC et pour ses alliés, bien sûr, mais il n'est pas un homme providentiel pour le Cameroun. Parce que je ne crois pas qu'il y a 20% de Camerounais qui pensent qu'aujourd'hui le Cameroun va bien. Non, le Cameroun ne va pas bien et à ce titre, Paul Biya n'est pas un homme providentiel pour le Cameroun. Mais je rappelle quand même que moi, je ne suis pas une opposante comme tous les opposants. Je suis une opposante structurelle. C'est-à-dire, c'est le Cameroun qui m'intéresse. Je ne suis pas une opposante conjoncturelle. Conjoncturelle, c'est qui est au pouvoir, qui fait quoi? Non, c'est le Cameroun qui m'intéresse. Autant mes aînés s'opposaient au régime d'Ahidjo, autant moi, aujourd'hui, je m'oppose au même régime, au régime de Biya, qui n'est pas si loin de celui d'Ahidjo. Donc, je suis une opposante structurelle. Seul le Cameroun m'intéresse. Vraiment, c'est le Cameroun et le peuple camerounais qui m'intéresse, pas les hommes, les individus passent. Ce qui reste, c'est le Cameroun. Et nous devons tous penser à ce Cameroun, à l'état du Cameroun, et non à celui qui a étourdi ou pas. Oui, Marianne, je te reconnais cet héritage nationaliste de tes aînés dont tu as parlé. Je te reconnais aussi quelque chose de nouveau, c'est que tu es souverainiste et tu es panafricaine. Mais il y a une boutade qui est souvent revenue, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à l'époque d'Ahidjo, voilà, la répression était plus légère. Mais il y a une petite boutade que j'ai apprise il y a quelques années. C'était une équation, une sorte d'équation. A plus B égale C. Ahidjo plus Biya égale continuité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable différence entre le régime du renouveau et ce régime antinationaliste d'Ahidjo qu'il y avait à l'époque? Fondamentalement, non. Il n'y a pas de différence parce que c'est le même, c'est la continuité. Mais ceux qui disent aujourd'hui A plus B égale C égale continuité. Ah bon, tous ceux qui arriveront, les C, les D, E, F, Y, ce sera toujours égal C. Parce que ce régime, ceux qui aspirent aujourd'hui à remplacer Biya ou à remplacer ce régime sont des enfants issus de ce régime, comme Biya était issu de la mamelle de Ahidjo. Alors, dire que c'est la même chose, non, ça ne peut pas être la même chose. Fondamentalement, oui, c'est la même chose. Mais il y a des variations, puisque c'était jusqu'en 82, il me semble. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Le régime de Biya ne peut pas être exactement le régime d'Ahidjo. Il y a des choses que Biya ne saurait pas faire. Il y a des choses que le peuple camerounais ne peut pas faire, comme des disparitions de personnes, des tortures. Ahidjo ne s'en cachait pas. Aujourd'hui, bon,
Il y a eu des nuances, on s'en cache, quelques brebis galeuses continuent à faire ce qu'Aïdo faisait au vu aussi de tout le monde. Donc il y a quand même une différence. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quant à l'homme providentiel, je ne crois pas. Alors, merci Je pour mets un ce... bémol. Oui, vas-y, Marianne, je t'écoute. Non, non, moi je t'écoute. Je mets un bémol. Je mets un bémol. Tout n'est pas noir, tout n'est pas non plus rose. Je mets une couleur comme du fuchsia. Waouh, une très belle couleur, hein? Oui, Mais alors, Marianne, merci pour ce regard nuancé et ces quelques particularismes de chaque régime. Mais Paul Biya, il est quand même là depuis 1962. Il peut aussi être comptable hein, d'avoir persécuté parce qu'il était quand même au cabinet du président à l'époque. Voilà, il a été là lorsqu'on persécutait, puisqu'on nous dit qu'il est là depuis 62, lorsqu'on persécutait les nationalistes, Paul Biya était là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? c'est pour ça que je parle de continuité avec des variantes, parce que maintenant c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui tient les rênes, à ce que je sache. Il y a une continuité, j'ai dit fondamentalement, rien n'a changé. Quand je dis fondamental, dans le fond, c'est ce que je veux dire, rien n'a changé, même s'il y a des variations, parce que les choses, le monde a changé, les pratiques ont changé, nous sommes en 2024, Alors, c'est tout ce que je dis. Alors, pour établir le contexte dans lequel tu parles, de ce non-changement fondamental, après 42 ans, voilà, l'exercice préféré de certains détracteurs de Paul Biya, surtout beaucoup d'opposants, est d'exposer son bilan, hein, qui au demeurant est une facture très lourde et très négative. Je veux qu'on examine ensemble les différentes critiques. Au niveau de la sécurité, il y a une persistance de l'insécurité et deux conflits régionaux qui nous dérangent, hein, qui perturbent la paix du Cameroun. Il y a à l'extrême nord cette affaire avec Boko Haram et au Nozo, on a vu les séparatistes prendre les armes. En termes économiques, les défis économiques sont graves. Il y a un chômage terrible et une corruption dite endémique, des détournements de fonds à ne plus en finir, malgré cette opération d'épervier là qui ne marche pas. Au niveau des infrastructures, l'état de nos routes est terrible avec des causes et des accidents. D'ailleurs, il y a le DGSN Mbargangele qui semble avoir pointé du doigt cette affaire. En termes de liberté et de démocratie, il y a beaucoup de restrictions des manifestations. Il y a encore de la répression qui existe. Les hommes politiques ne sont pas nécessairement libres pour mener à bien leurs activités. Au niveau de la gouvernance, il y a la lenteur des réformes avec cette décentralisation qui a quand même pris 23 ans hein, pour être mise en place et qui n'est toujours pas complètement aboutie. Et puis, il y a la mauvaise gestion des crises, un code électoral qui est disputé. Vraiment, c'est une fresque qui est noire pour les 42 ans du président Biya. Alors, Marianne, quelle est, selon toi, la principale critique que l'on peut opposer au président Biya après 42 ans? D'avoir douché les espoirs des Camerounais, en fait. C'est vraiment parce qu'après le tableau que tu as brossé là, c'est vraiment la principale d'avoir douché les espoirs des Camerounais. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir fait autant si mal? Pourquoi? Je me pose la question. Tout ce que vous dites là, tout ce que vous avez pensé comme tableau, j'ai rien d'autre à dire. Ce n'est pas faux ce que vous avez dit. Ce n'est pas faux. Mais, je dis mais, est-ce que le président Biya ou une autre personne aurait pu faire autrement dans le contexte, dans les contextes de cette époque de 82 à 2024? Moi, je dirais oui. Quelqu'un d'autre aurait pu faire mieux. Quelqu'un d'autre. Surtout Marianne qu'il a eu le temps, parce que si on jette un coup d'œil sur sa longévité, il a eu le temps de faire le nécessaire. Hein. Le renouveau n'a pas tenu ses promesses économiques, surtout lorsqu'on observe le bien-être de la majorité des Camerounais, après 42 ans de gestion du pays quand même, hein, qui ne présente pas de meilleures perspectives d'avenir, ça fait peur. Hein, surtout que l'IDH, l'indice qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et les revenus pour mesurer le développement humain, d'une région, hein, en l'occurrence ici le Cameroun. Depuis 2019, nous sommes placés à la 153
3e position sur 189. Hein, c'est terrible. Quand même, 40 ans, il aurait pu faire beaucoup de choses. Hein, mais le tableau est noir. Ça me fait de la peine. Je te sens gêné. Moi-même, je suis très gêné par rapport à tout ça. Regardez le bilan, 4 décennies quand même, ça fait 4 générations. Le président Paul Biya, avec sa notion de renouveau, comme tu as dit, il aurait pu faire mieux. Alors pourquoi il n'a pas fait mieux? Je ne suis pas gêné. Je suis gêné, c'est vrai. Mais tu sais pourquoi je suis gêné? C'est parce que je me dis, comment est-ce qu'on a pu laisser ceci se faire pendant 42 ans? Je suis gêné par mon incapacité à moi, puisque je suis camerounaise, d'avoir vu ça venir au bout de 5 ans, 10 ans, mais laisser 42 ans. C'est ça qui me gêne. J'ai un peu honte de moi. J'ai honte. Comment cela est-il possible? Comment des Camerounais et un peuple très politisé, un peuple que Mandela a sacré dans son livre, un si long chemin, des gens qui étaient politisés, comment on a pu laisser 42 ans se passer sans pouvoir changer cela? Voilà la question qu'on se pose. Voilà la question. Et comme je te disais là, hors antenne, que la plus grande réussite du renouveau du président Biya, c'est d'avoir fait sombrer ce peuple dans une réaction politique. Un peuple aussi politisé qui est maintenant le dernier des derniers. C'est ça. Le RDPC et le président Biya a réussi à détourner les Camerounais de leur propre bien-être. Le peuple est complètement vassalisé. Comment c'est possible? Ce tableau que vous dressez est noir. C'est la réalité. C'est la réalité, ce tableau. Et encore aujourd'hui. Mais alors, Marianne, ce n'est pas faute pour certains opposants politiques chevronnés de n'avoir pas essayé. On peut se rappeler 89, 90, un Maître Yonder Black, on peut se rappeler un Ekane Anicet, on peut se rappeler une Henriette Ekwe, on peut se rappeler ce John Frundi qui nous a fait rêver quelque temps après. Hein. Il y a quand même eu des opposants politiques qui voulaient le changement et qui se sont battus. On peut les appeler des vrais leaders politiques. Il y en a eu. Hein. En 2008, on a vu des soubresauts de jeunes qui sont descendus dans la rue. Voilà, on a vu ces universitaires là dans les années qu'on a appelé les années de braise. On a vu des journalistes, hein, Pius Njahwe, Tchunke. On a vu plein de gens qui étaient des opposants du président de la République et les opposants du renouveau. Mais comment tous ces gens qui se sont battus n'ont pas d'héritier aujourd'hui? Les opposants, pour les quelques opposants politiques, ne font pas le peuple camerounais. Le rôle d'un opposant politique, ce n'est pas uniquement conquérir le pouvoir, c'est aussi édifier un peuple. Les opposants politiques ne sont que des éclaireurs. Ils sont là pour édifier le peuple, pour que le peuple camerounais, le peuple, se mette en ordre de bataille pour faire changer, pour impulser le changement. Ce ne sont pas des opposants politiques. Ils ne sont pas des hommes providentiels, comme on parle de bien. Ils sont là pour éclairer le peuple. Je me demande alors comment des hommes politiques, leur rôle, ils ont failli à ce rôle-là. Parce que c'est pas mettre les gens dehors, aller marcher et tout. C'est mettre plus que dans Alors, Marianne, je soupçonne que vous voulez parler de l'éducation politique. Vous voulez parler de l'apprentissage idéologique. Oui, absolument. Parce qu'il faut un apprentissage dans tout ça. Parce que le peuple américain, je vais extrapoler rapidement, d'autres peuples, ils sont... vous avez vu avec Trump, les médias ont tout fait. Il a été dénigré pendant des années. Mais quand les gars se sont retrouvés dans des isoloirs, ils savaient ce qu'ils voulaient. Parce que c'est les gens qui ont été éduqués politiquement.
On a beau dire, sortir, faire des manifestations. Ce n'est pas ça. C'est que amener le Camerounais à savoir qu'est-ce qui est bien pour eux, qu'est-ce que le Camerounais veut, qu'est-ce que le Camerounais veut. Il est seul. On peut parler de fraude, oui, d'accord, mais la fraude elle peut être massive et pas massive. Mais les gens sont seuls. Des gamins qui sortent encore là dehors aujourd'hui, qui demandent. À part les fraudes dites électorales, le président Biya a quand même Oui. hérité des forces de sécurité du président Ahidjo, avec un faux chivet qu'il a remis dans son gouvernement, avec des gens comme Bargangele qui reviennent, Andine Tsungi à un moment qui était revenu. Le président Paul Biya a utilisé des méthodes coercitives qu'il a héritées du président Ahidjo, et ensuite il a utilisé une technique nouvelle, celle du docteur Goebbels, endormir tous les gens avec la CRTV à l'époque, qui était le seul média, le média national. Il a empêché l'émergence de tous les autres médias. Il a reprimé les hommes politiques dont beaucoup ont souffert dans leur chair. Il a fait peur aux Camerounais. Alors, à part faire peur, il y a aussi une sorte d'abrutissement complet des Camerounais. Les Camerounais sont complètement zombifiés, pour utiliser ce néologisme d'un de nos chanteurs expatriés. Est-ce que ce n'est pas toute cette technique que le président Biya a su utiliser? Et aussi, pour mieux régner, il a divisé les Camerounais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Il a divisé. Moi, je suis parler des avantages primaires et des avantages secondaires. Parce que le Camerounais, nous, les Camerounais, nous profitons de ces avantages secondaires qui sont la corruption, parce que mon frère est quelque part, il va pouvoir arroser. Et le président Biya, tout comme le président Ahidjo, ils ont utilisé une technique. Et c'est pour ça que les caisses de l'État se vident. Vous nommez quelqu'un de Ndikinimeki, du village de Ndikini, de la région de cette partie-là, et c'est lui qui va caporaliser les électeurs. C'est-à-dire, vous lui donnez la possibilité de piller dans les caisses de l'État pour pouvoir arroser les gens du coin. Et comme électoral. Voilà la technique. Vous voyez que chaque mémorandum, au lieu que les gens fassent des mémorandums pour dire qu'on n'a pas de route, il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a pas la santé, les écoles, chacun fait un mémorandum en disant nous, on n'a que 2 ministres. La région n'a que 2 ministres. Ça veut dire en fait que tout le monde est d'accord que quand on nomme un ministre, c'est pour qu'il puisse arroser le coin, arroser le village, pour être le bétail électoral, pour pouvoir revoter bien. Voilà la technique, et tout le monde est rentré là-dedans. Il y a la technique des mémorandats et il y a aussi la technique des motions de soutien. Et j'aimerais faire rapidement un clin d'œil. À l'époque d'Ahidjo, on parlait de développement auto-centré. Alors, M. Biya est arrivé et à sa décharge, il a dit que la seule technique qu'il pouvait utiliser pour la gestion du pays, c'était l'équilibre régional. Ça aussi, hérité d'Ahidjo. À l'époque, nous étions une dizaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions, avec un effectif pléthorique dans le gouvernement, environ 60 ministres. Et cette technique d'équilibre régional a montré ses limites. Elle ne marche pas. Ça ne permet pas la méritocratie. Et ça encourage ce que tu viens de dire, la corruption et le fait que les gens, une fois qu'on les a créés et qu'ils restent au pouvoir, ils utilisent donc les mémorandats et les motions de soutien. Mais l'équilibre régional était une bonne chose. C'était une bonne chose. Ça permettait aux Camerounais qui habitaient dans les zones enclavées de pouvoir accéder à l'éducation parce qu'ils n'arrivaient pas à y accéder. Donc, par exemple, à l'EMIA, il y a les gens, les gars du Nord rentrés à l'EMIA avaient peut-être un BEPC et les autres peut-être avec un bac. Je donne un exemple, c'est peut-être grossier. Cet équilibre-là, il y avait, mais c'était au bout, pouvoir désenclaver pour qu'il y ait des écoles là-bas et que les gens puissent équitablement aller à l'école. Mais cet équilibre régional a été dévoyé. Pourquoi? Parce que ce n'est plus, vous imaginez que dans Alémia ou bien à Nam aujourd'hui, si je fais un équilibre régional tel que les gens le présentent au Cameroun, le pouvoir le présente, je prends le fils de Kavege Djibril, le fils de qui est de l'Est là,
je sais pas, quelqu'un de l'Est et le fils d'un autre. Je prends 5 personnes. J'ai fait un équilibre régional à l'ENAM. Hein. C'est un équilibre régional. Hein. J'ai mis des gamins de toutes les régions, de toutes les régions. Non, l'équilibre régional n'avait plus lieu d'être. À partir du moment où il y a eu un petit désenclavement des écoles, des hôpitaux et autres. Maintenant, on va parler, comme dans certains pays, de l'équilibre social. C'est-à-dire pouvoir, discrimination positive, pouvoir faire accéder à des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents nantis, de faire accéder ces enfants aux grandes écoles pour pouvoir un jour aussi arriver à être des personnages de cet État. Parce que tous ces gamins, tous ces ministres et DG et autres qui aujourd'hui nous gouvernent sont des enfants, des fils de paysans. Ce sont des fils de paysans. Donc eux, l'école de la République leur a ouvert la voie. Et eux, ils ferment la voie aux enfants des paysans aujourd'hui. C'est pour ça que l'équilibre régional est tel que le parti n'a plus sa place au Cameroun. C'est la discrimination positive. C'est moi, j'appelle ça l'équilibre social. À chacun selon, on donne à chacun selon, comment on dit ça? Il y a une formule que j'ai oubliée. C'est ça. Il y a pas de, c'est ça qu'il faut mettre au Cameroun. Bien sûr qu'ils pratiquent l'équilibre régional, hein, mais entre eux, entre les nantis. En réalité, Marianne, ce que tu es en train de dire est très pertinent, parce qu'en fait, l'équilibre régional qui était une notion administrative de la gestion de notre pays et qui permettait de tuer aussi le tribalisme, parce qu'on pouvait envoyer une famille du sud au nord, une famille du nord à l'est, une famille du littoral dans le centre, ainsi de suite, et ça permettait même les mariages interethniques. Aujourd'hui, comme tu le reconnais, c'est complètement dévoyé, et je pense, et il est important que je le dise, que si nous sommes déjà en pleine décentralisation et que nous demandons dans la dévolution de pouvoir vers les régions afin qu'il y ait une politique locale, l'équilibre régional ne sert plus à rien. En fait, il déséquilibre notre nation. Parce qu'aujourd'hui, ceux de la région du littoral peuvent gérer le littoral, ceux de la région de l'ouest peuvent gérer l'ouest, ceux de la région du nord peuvent gérer le nord, ceux de l'extrême nord, ainsi de suite. Voilà. Et finalement, lorsqu'on aura des gens au gouvernement central, ils ne sont pas obligés d'être nécessairement d'une région ou de l'autre. C'est pas très important. Ce sont les politiques locales qui vont être plus appliquées parce qu'il y aura un transfert de pouvoir vers les régions. Donc, du coup, l'équilibre régional ne doit plus exister. Mais je mets un petit bémol. Parce que si on fait seulement cette décentralisation simple, on va simplement répéter ce que le pouvoir central fait. Parce qu'on va donc construire des castes dans les régions qui vont faire exactement ce que le pouvoir central aujourd'hui fait. Non, mais Elim Bilobe, un homme politique avisé et que tu connais très bien, a proposé le 80-20, c'est-à-dire que sociologiquement, il faut une représentation de 80% des autochtones d'une région. Et tu sais que les autochtones d'une région ne sont jamais un seul peuple. Par exemple, si on prend le littoral, dans le littoral, il n'y a pas que les Douala, il y a les Bassa et les Bakoko. Et dans cette région-là, il y a aussi les Bassa d'à côté de la Sanaga maritime. Si on prend chez vous, dans le Mungo, il y a les gens de Dibombari, il y a les gens des Bonnet, de Nkonsamba, il y a les Bakaka, ainsi de suite. Plus les 20% des peuples allogènes qui sont venus vivre à ces endroits, qui ont aussi le droit d'être représentés. Mais lorsque vous avez dans la région du Vouri à la représentation nationale sur, je sais pas, environ 19 de nos députés, vous avez une majorité qui est allogène, ça pose un problème. Donc voilà que la décentralisation vient répondre au problème de l'équilibre régional, que lui ne répond plus à nos préoccupations politiques.